Bonjour. Alors, bienvenue donc à cette table ronde de chefs opérateurs, chefs opératrices, de 3 associations de chefs op différentes, en France et en Belgique. Voilà, je vais les laisser se présenter. Bonjour, donc je suis Cécile Baudenès, je suis membre de l'UCO. Isabelle Razavet, AFC UCO. Bonjour, Laurent Chalet, membre de l'AFC. Bonjour, Colin Lévesque, membre de la SBC en Belgique. Bonjour, Sarah Blum, membre de l'AFC et de FALC, Femmes à la caméra. Bonjour, Thomas Favel, membre de l'AFC. Et toutes nos excuses pour cette première présentation un peu formelle, mais on vous doit quand même quelques explications. Avec Charlotte, qui est face à moi, Charlotte Michel, qui est membre de l'UCO. On s'est appelé en décembre, je pense, de l'an dernier, en se disant « Ah, mais il y a 2 associations professionnelles en France, et on se connaît, mais on ne fait pas grand-chose ensemble. Est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose ensemble ?» Donc c'est parti un peu de cette envie qui était au sein des 2 associations de collaborer. Et on s'était dit aussi à quel endroit on ferait ça, et on s'était dit que Châlons, étant un festival de directrices et directeurs de la photographie, était le lieu idéal, qui est en plus un festival qu'on aime beaucoup, et qui a une histoire par rapport à notre métier. Donc c'est parti de ça, de cette idée d'une collaboration entre l'AFC et l'Union des chefs opérateurs. À partir de là, on était parti au début sur une table ronde de 2 personnes représentant l'AFC, 2 personnes représentant l'Union des chefs opérateurs et une ou un invité surprise. Notre invité surprise, c'est Colin, qui représente l'école belge, qui est pour nous aussi très importante dans le documentaire. Mais bon, on va parler du documentaire, mais sachez qu'on fait tous un peu tous des films, et on a un peu du mal à penser, enfin en tout cas on va essayer de penser la différence et les connexions entre celles-là. Sachez aussi que dans la salle nous avons 2 invités surprises. Mustapha Barra, qui est membre de l'ABC, qui est donc l'association brésilienne, et Philippe Corday, qui est membre de l'association allemande et de l'association suisse. Et je rapproche mon micro si vous ne m'entendez pas. Voilà, alors moi je vais continuer un petit peu sur cette historique. Ensuite, donc c'était décembre, c'était les fêtes. Moi je me retrouve chez moi dans ma famille, et donc ma mère me demande ce que je fais. Moi je lui dis, bon ben voilà, j'ai fait un long métrage de fiction. Hein. Et elle me dit, ah, tu as fait un vrai film. Donc, j'aimerais ouvrir cette table ronde sur cette question du vrai film, et surtout en la reportant au documentaire et en me demandant, vous, la salle, qui êtes présents ici, assez nombreux, qu'est-ce que c'est pour vous un documentaire? Est-ce que c'est un vrai film? Et il y a un micro quelque part. Oui. Bon bah voilà, c'est fini, merci. Oui, et moi je me présente aussi, donc je suis Catherine Briot, je suis à l'UCO et aussi chez Femmes à la caméra. Oui, on voulait commencer dans le travail, en fait, la relation avec les réalisateurs et réalisatrices. Comment s'installe en fait la relation et le travail commun de préparation. Laurent, toi, tu nous disais hier que souvent, en fait, tu travaillais avec des réals que tu connais depuis très très longtemps. Oui, en fait, j'ai cette chance d'avoir c'est un petit peu le cas de beaucoup d'entre nous, d'avoir des relations fondées dans la durée avec des réalisateurs et des réalisatrices qui nous permettent d'avoir une vision très très en amont de leur projet, dès les phases d'écriture. Ces phases d'écriture nous permettent, nous opérateurs, d'imaginer, de commencer à gamberger un petit peu les images du film, comment
voilà, de faire naître en nous des images voilà, autour des sujets qui nous sont proposés et de pouvoir proposer à notre tour au réalisateur un dispositif, une direction esthétique et chemin faisant au cours de l'écriture. Cette discussion qu'on a à deux peut évoluer, se transformer pour aboutir in fine au moment où on va commencer le tournage à une connaissance extrêmement précise de ce qu'on va faire et d'avoir sur le terrain finalement une capacité de réagir très très vite en fonction de ce que nous avons en tête en commun et des fois par rapport à l'énergie du terrain, l'immédiateté des situations, juste un petit regard entre nous suffit pour se dire que oui, on est dans la bonne direction. Mais oui, ça c'est effectivement quand on travaille régulièrement avec les mêmes réalisateurs. Je trouve que l'expérience aussi qu'on a tous, et on en parlait tout à l'heure, c'est que les réalisateurs font moins de films que nous. C'est-à-dire quand on commence à travailler avec un réalisateur, on arrive aussi avec l'expérience d'autres films qu'on peut partager avec eux. Souvent un réalisateur, il va faire un film tous les 2-3 ans. Nous, entre-temps, on a travaillé avec d'autres réalisateurs et on va pouvoir leur apporter cette expertise-là et aller dans le sens effectivement de leur désir d'image. Et on leur demande. Enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'un réalisateur a pu fabriquer pour son film ce qu'on pourrait appeler ce qu'on appelle un mood board, où vraiment on donne des directions, des intentions d'image qui vont nous aider à l'accompagner dans ce sens du récit. Je reprends ce que j'entends chuchoter. Il est dit l'histoire des accoucheurs. Donc en fait, on a une sorte de mood board où alors les réalisateurs nous parlent avec ces mots de films qu'il a aimés, ça peut être de tout, de peinture, de musique, de photos, enfin de la matière qu'il met en résonance avec son projet. Et c'est à nous de déceler en fait les dénominateurs communs, parce qu'il arrive des choses très diverses quand même. Et parfois, une photo est choisie pour le lieu du décor. Mais en fait, le cadre ne correspond pas, la couleur ne correspond pas. Donc, c'est à nous de réfléchir jusqu'à trouver les images qui pourraient vraiment être dans le film, parmi toute cette matière qui est donnée. Parfois, un tableau est là pour la texture de l'image, parce que c'est un tableau à l'huile, un peu charnel, qui a de la matière. Donc, mais en parlant, on découvre ce qui a intéressé le réalisateur dans ce tableau. Peut-être que ce n'était pas le motif, c'était juste la texture des couches superposées. Et donc, peut-être du grain, ou une caméra qui produit plus de matière, ou des filtres, ou on filme beaucoup à travers des tissus, ou dans les transparences, pour trouver une abstraction du réel. Donc ça, c'est notre travail qui vient parce qu'on a fait beaucoup de films. Notre métier est que dans le visuel, trouver le sens dans l'image. Et donc, on est comme un conseiller, en fait. Un conseiller avec tout ce qui nous porte. Voilà. Dans le public, il y a quelqu'un qui... Attendez, on va prendre le micro. Par rapport à la première question que vous aviez posée, un vrai film et un documentaire, je reviens un petit peu là-dessus parce que votre question m'a interpellée, puis entre-temps, j'ai réfléchi. Et je ne connais rien à votre métier, hein, désolée, donc ma question va être très naïve. Est-ce que quand même, si vous faites un documentaire, si vous collaborez à un documentaire, est-ce que vous n'êtes pas plus dans l'immédiateté et que vous n'avez pas le temps de peaufiner les images comme vous êtes en train de le décrire? Ou est-ce que ça se fait quand même après plein de rushs que vous aurez pris? Je pense à un documentaire sur les femmes afghanes que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, à d'autres documentaires qui sont vraiment dans l'urgence, dans l'immédiateté. Et à ce moment-là, comment s'articule votre travail ? Je crois qu'on essaye de définir des intentions et un dispositif filmique. Donc, il y a divers degrés de rapport avec ce qu'on va filmer. Et la question, c'est aussi dans quelle mesure, jusqu'à quel point on s'autorise à intervenir sur le réel.
Mais bien sûr, il y a une dimension. De toute façon, une chose ne va arriver qu'une fois. Et ça nous demande, en tant qu'opérateur, d'être absolument connectés à ce qui se passe et à être dans une attention particulière. Mais il y a un préalable qui est qu'on a défini avec les réalisateurs ou réalisatrices des partis pris. Est-ce qu'on va filmer plutôt en plan séquence? Est-ce qu'on va s'autoriser à faire refaire? Est-ce qu'on va découper? Est-ce qu'on va... Il y a plein de degrés d'intervention possibles par rapport au réel. Et tout ça, c'est le préalable, c'est aussi la relation qu'on établit avec les gens qu'on filme et qui vont passer de personnes à personnages et qui vont devenir acteurs de leur propre histoire. Et c'est cette dialectique, ce rapport qu'on établit avec les personnes qu'on filme qui va faire la différence. Donc après, il y a plein de degrés différents là-dedans. Mais c'est un dosage. Je ne sais pas qui... La question, c'est comment on suscite des situations. Par exemple, un réalisateur peut susciter des situations diverses et les provoquer, ou dans quelle mesure on est plus en retrait. Mais c'est toute cette gradation qu'on cherche à définir au préalable avec le réalisateur et donc en préparation. Parce que la question, c'est bien sûr d'être là, réceptacle, et d'accueillir au mieux le réel. Mais le réel, il n'existe pas en soi. Le travail de l'image, c'est d'en rendre compte et de le construire. Le construire en ayant un point de vue. Et le point de vue, c'est justement ce dont on parle. Et quand Sarah et Laurent en parlaient, notre question, c'est comment on accouche de ce point de vue, d'où on regarde, quelle est l'intention, qu'est-ce qu'on cherche, de quoi on cherche à rendre compte. Et moi, je sais qu'à chaque fois qu'on va filmer quelque chose, on est souvent des petites équipes comme ça, on se dit, là c'est quoi l'enjeu? Qu'est-ce qu'on cherche? Et après, oui, bien sûr, ça a lieu. Et selon ce qu'on a décidé avant, on va appréhender la chose différemment. Alors après, on pourrait parler dans le détail des degrés d'intervention et de mise en scène. Je pense qu'on a tous quelque chose à dire là-dessus. Moi, j'aimerais répondre parce que du coup, ça venait... Excusez-moi, mais j'ai une autre réponse à vous apporter, mais qui serait de regarder de l'autre côté, de regarder du côté de la fiction. Parce qu'en fait, tout ce dont on vous parle, c'est des questions de mise en scène. Et en réalité, donc, le film dont je vous parlais, que j'ai fait l'an dernier, c'était avec un réalisateur qui n'avait jusque-là fait que du documentaire et qui n'était pas du tout habitué à l'industrie qu'on peut avoir autour d'une fiction qui est en effet qui peut être plus lourde, avec plus de monde, plus du temps une gestion du temps qui est différente, on va dire, c'est-à-dire qu'on a des horaires de tournage, alors qu'en documentaire c'est un peu différent. Il a eu beaucoup de mal avec ça, et surtout pour moi, et ce que j'avais pas compris, et ça c'était ma faute au départ, c'était que on avait fait une préparation très fine, mais qu'en réalité il n'en voulait pas. Parce que, et j'ai vu ça dès les premiers jours de tournage, en fait sa force, et qu'il avait appris dans le documentaire, c'était de savoir réagir très vite à ce qui se passait sous ses yeux. Et il avait beaucoup plus de mal à faire ce qu'on avait décidé. Et en fait, il perdait presque plus de temps. Et c'est là où on s'adapte, nous, par rapport à nos travails aussi en documentaire, c'est-à-dire que l'accouchement dont on parle, c'est un terme grec, non? La maïotique. Maïotique? Ouais, c'est la maïotique de Socrate. Faire accoucher les esprits. Nous, on fait accoucher aussi les esprits dans une forme filmique. Et cette forme filmique, il y a aussi la façon dont on tourne qui fait le film. Et typiquement là, moi j'ai décidé assez vite, pour que le réalisateur puisse faire le film dont il avait besoin, et besoin,
était différent de ce qu'il avait écrit, mais son besoin réel, c'était de pouvoir tourner vite en petite équipe. On s'est adapté en faisant ça. C'est-à-dire que le gros de l'équipe travaillait en amont et après disparaissait. Et après, on était en toute petite équipe sur le plateau, de manière à ce que lui puisse interagir comme il avait l'habitude de faire. Et en fait, le film s'est fait comme ça. Donc, on s'adapte aussi, en cours de tournage, aux conditions, et qui font que le documentaire et la fiction, en effet, se rejoignent dans les façons différentes de faire. Mais faire un film, c'est aussi le fabriquer sur le moment. Je voulais faire une comparaison. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui jouent du jazz ici, ou qui connaissent comment ça fonctionne. Voilà. En fait, donc on va, dans le jazz, il y a un thème qui comporte une mélodie. Il y a des accords, une construction de l'œuvre, avec un début, milieu, fin, une tension. Et ensuite, on fait des variations du thème. Et dans un premier temps, nous, on construit le thème, parce que chaque film a sa logique, a sa progression, son scénario même en documentaire. En documentaire, on va construire un thème qui, par contre, joue avec le réel. Ça veut dire que c'est à base de repérages, de gens qui existent vraiment, qui vont inspirer l'histoire, mais aussi la forme. Et ensuite, par contre, quand on est en train de le filmer, on fait l'improvisation. C'est-à-dire qu'on fait des variantes chaque jour du thème, où on doit retrouver toutes les intentions, le sujet, mais on rebondit tout le temps. On rebondit et on recrée tout le temps la chose. Et on la réajuste le soir même en regardant les rushs avec le réalisateur, l'ingénieur du son. C'est une discussion en cours, en fait. Et voilà. Sur cette thématique d'aider à accoucher d'une idée et d'un sujet, peut-être on peut passer l'extrait que j'ai proposé sur Abbas. Je vous en parlerai un petit peu après, mais l'extrait parle assez bien de lui-même. Juste pour dire que le réalisateur, qui s'appelle Camille Pagdel, c'était son premier film, il n'avait jamais fait de film avant. Il est venu me trouver sur les conseils d'une amie. Il y avait une forme d'urgence pour lui à faire ce film. Et voilà, je vous laisse découvrir cet extrait, puis on en parle après. En réalité, oui, c'est un premier film, il y a une idée. C'est un film sur Abbas, un célèbre photojournaliste qui était très malade et qui allait, il le savait, bientôt mourir. Il avait toujours refusé d'être filmé toute sa vie, alors que de nombreuses demandes avaient été faites en ce sens, considérant que son travail photographique parlait pour lui. À la veille, enfin, peu avant sa mort, il avait décidé de donner son accord pour être filmé. Et il y avait cette urgence. Camille ne connaissait personne dans le milieu du cinéma documentaire. J'ai la chance d'avoir une unité de tournage avec moi et je suis parti avec lui filmer en urgence ce témoignage de vie qu'avait à nous donner Abbas. Et je me souviens très bien quand j'avais ramené les disques de backup à la prod, en leur donnant tout tremblant comme ça les disques. Nous avons le testament d'un homme entre les mains, prenez-en bien soin. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il a fallu mettre en place tout un dispositif avec Camille qui avait quelques idées, mais qui ne savait pas du tout ce que ça produirait en film. Et tout mon travail a été de l'accompagner avec le plus de bienveillance possible pour l'aider à concrétiser ces idées qu'il avait en tête pour que ce film existe et que ce témoignage ultime d'un homme aussi important qu'Abbas puisse exister. On va pouvoir voir le film, l'extrait. Abbas, grand photojournaliste franco-iranien. Je le rencontre pour la première fois il y a 20 ans et nous faisons un livre ensemble.
Abbas a photographié le monde pendant 60 ans. Il a été témoin de tous les grands événements historiques de notre temps. Fasciné par son regard singulier et son parcours, je lui propose de réaliser un film sur son travail. Il m'a répondu que c'était trop tôt. Il a toujours refusé qu'on le filme. Il m'a dit, ce genre de film, on le fait juste avant de mourir. 20 ans passent. Abbas me dit, si tu veux toujours faire ce film, c'est le moment. Il nous reste très peu de temps. Trouve rapidement ton équipe et on commence. Abbas, bye Abbas. Abbas est mort une semaine après la fin de ce tournage. Alors aujourd'hui, c'est le fanatisme, la haine. C'est un peu la suite de la violence et de la peur. Oh, que vous êtes beaux tous les trois, là. Attendez, bougez pas. Si, bougez, bougez d'ailleurs. Un photographe qui dit bougez pas, c'est que ça va pas. Ça va mieux quand on a le bouchon. Pas très professionnel, ça. Ah, ben voilà, oh, super. Voilà, allez. La première photo, c'est celle de Khomeini, voilà, c'est celle-ci, là. On voit vraiment la tension du personnage. Je me souviens très bien, c'était à Rome, la ville de Rome. J'étais tellement près de lui, là, j'étais obligé de reculer comme ça pour pouvoir le photographier, le cadrer. C'est pour ça qu'il est cadré aussi serré. Je crois que la photo parle d'elle-même, hein. Voilà. Bon, je vous fais du café. Vous voulez plutôt des cafés serrés, vous? Son état ne s'améliore pas. Désormais, il nous demande de tourner chez lui. Il ne mange quasiment plus. Et je commence à m'inquiéter. Mais il veut continuer le tournage. Et devant la caméra, il fait comme toujours, comme si tout allait bien. Alors là, on a l'islam, ensuite les juifs, ils sont proches, les chrétiens, les bouddhistes, les hindous et les animistes. Alors, est-ce que pendant toutes ces années que tu as parcouru les religions, est-ce que ça t'a rendu croyant? Mais pourquoi veux-tu que je me définisse par rapport à un fantasme, même s'il est populaire et universel? Quel con! L'autre jour, c'est l'autre qui me fait rire aujourd'hui. Mais enchaîne tout de suite, là, sur Dieu. Sur Dieu. Tala, arrête, Tala. C'est pas Tala qui rigole, c'est toi qui contrôle mais pas. j'entends vibrer derrière moi, lui. Abbas, spiritualité. Le Dieu n'existe pas pour toi. Ah, j'ai pas dit ça. Est-ce que dans le monde, un homme ou une femme croit que Dieu existe? La réponse étant oui, donc Dieu existe.
Un, deux. Oui, je voulais vous montrer ces trois. Vous avez compris que c'était 3 petits extraits de ce film que je vous invite à découvrir par ailleurs si vous avez eu la possibilité sur Internet. Dans le sens où ça illustre assez bien la relation de cette petite communauté que nous formons entre opérateurs, ingé son, réal et les personnes qui nous invitent dans leur vie finalement et qui nous donnent une partie de ce qu'ils sont. Et cette petite communauté est très importante. Elle est faite d'une relation humaine, avant tout, avant d'être technique. Et tout ça participe de la création du film. C'est extrêmement important de savoir que dans le documentaire, il n'y a pas de vérité si ça ne passe pas par cette relation humaine qui se noue. Alors c'est beaucoup d'émotions pour moi d'en parler, parce qu'on a vécu à ce moment-là, comment dirais-je, vraiment c'était quelque chose de très intense, puisqu'on était vraiment, on avait le sentiment de recueillir les dernières paroles d'un homme. Et ça a été d'autant plus important qu'il n'avait jamais rien dit à sa famille de toute sa carrière. Et qu'en découvrant le film, sa famille avait enfin découvert qui était vraiment leur père, c'était surtout les enfants, qui étaient vraiment leur père. Voilà. Donc cet accouchement de cette vie, de ce témoignage testamentaire finalement, n'aurait pas pu exister s'il n'y avait pas eu cette connexion qu'on voit à travers ces petites séquences que j'ai sélectionnées. Voilà. Et juste pour revenir sur ce qu'on disait avant, on voit, je ne connaissais pas ce film, mais on voit que la pensée qu'il y a en amont, c'est-à-dire qu'il va y avoir différents registres visuels dans le film. Alors, j'ai pas vu tout le film, mais j'imagine que vous saviez qu'il y aurait le registre visuel des photos, qu'il y aurait un accompagnement, que le parti pris, c'était que le réalisateur puisse être dans l'image, que le réalisateur ferait un commentaire, mais un commentaire à la première personne qui n'est pas un commentaire surplombant comme dans beaucoup de reportages, mais un commentaire habité de la relation qu'il a avec la personne. Enfin, que le dispositif même du filmage serait donné à voir. Voilà. Donc, quand on parlait tout à l'heure de différents partis pris, ben voilà, là, typiquement, c'en est. Et c'est vrai que le documentaire, il y a un nombre de possibles dans les dispositifs filmiques et les registres visuels qui glissent possiblement de l'un à l'autre, qui sont très riches et intéressants. Voilà, juste pour... Et je voulais m'adresser aussi au public, c'est vraiment n'hésitez pas à réagir et à poser des questions, il faut vraiment que ça soit un échange. Cécile aussi, on avait parlé au niveau de la préparation, il y a différents degrés de préparation, on n'a pas toujours, en fait, tu disais qu'en documentaire, c'était parfois un petit peu, on n'avait pas toute la préparation qu'on désirait en fait par rapport à de la fiction. Est-ce que tu pourrais développer ça un petit peu ? Là, forcément, on a discuté hier soir, c'est autre chose de discuter entre nous autour d'un verre de vin que de discuter face à vous. Ça nous rend plus timides, enfin moi en tout cas. Dans toutes les discussions qu'on a eues pour préparer, c'est vrai une fois passé cette étape quand même de préparation avec le réalisateur, alors il y a des réalisateurs comme Colin a pu, comme le film Neon Demon, où il y avait vraiment des choix présents, des choix
fort du réalisateur. Souvent, moi, ce que je rencontre, c'est plutôt de devoir faire beaucoup de choix pour le réalisateur, toujours de tendre vers ce qu'il veut raconter, mais avec souvent des interlocuteurs qui n'ont pas les connaissances techniques ou les compétences techniques pour faire ces choix. Et bon, c'est notre métier en général, même en fiction. Mais la différence de la fiction, c'est qu'en documentaire, on est quand même très seul pour faire. On n'a pas un chef électro, des assistants caméra pour nous accompagner aussi, pour nous donner des idées parfois. Et donc il y a une certaine solitude, en tout cas, dans cette étape-là, pour moi. Et beaucoup moins d'étapes de tests en fiction. On peut avoir des tests qui sont vraiment considérés comme une période de travail payé. Voilà, ça se fait beaucoup moins quand même. Ça se fait moins, et quand on veut en faire, c'est une vraie bagarre. Parce que souvent, ni les productions de documentaires, ni les réalisateurs de documentaires et réalisatrices parfois ne pensent que ne comprennent l'importance d'avoir ce temps préparatoire pour faire toujours les bons choix, avoir la bonne unité de tournage pour faire le film qu'ils souhaitent. Et donc inversement, oui, il y avait une question. Oui. Attendez le micro. Moi, je n'y connais pas grand-chose en art cinématographique et j'aime bien le cinéma. Et justement, la vision que moi j'avais, quand vous parlez d'unité de production, vous avez parlé d'unité tout à l'heure, de réalisation, il y avait une unité, il y avait une équipe. Donc il me semblait aussi qu'il y avait toute une partie qui était plutôt technique, ça rejoint un peu ce que vous disiez, et le réalisateur. Par exemple, si on prend le premier plan du film, là, par exemple, si on l'arrêtait sur le premier plan quand il marche de dos, je me dis, on regarde ce film, personne ne peut dire que c'est un film documentaire. On peut commencer par un film de fiction. Parce que je pense que le plan, la réalisation de ce premier plan, pour moi, il est pensé par le... Alors, je ne sais pas qui le met en place, par exemple. Parce que je me dis, le fait de le mettre de dos, c'est déjà un parti pris, c'est de l'ordre de la fiction. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de documentaire, là, en fait. Il y a une construction d'une image qui est extraordinaire. C'est-à-dire de nous montrer un personnage et on nous le montre de dos. Je trouve ça, c'est magnifique, ça. Moi, je trouve ça, c'est un vrai travail artistique, ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas du... Alors, après, je me dis, cette chose-là, qui la pense, qui dit, par exemple, est-ce que le réalisateur dit, ça serait... Parce qu'il peut avoir cette idée-là. C'est de dire, je veux commencer le film, mais je ne veux pas voir le personnage, on va le voir de dos, et que pour qu'on travaille effectivement sur ce retour de visage, qui d'un seul coup, là aussi, est très beau. Le fait qu'il marche, qu'il s'éloigne de nous, en plus, je trouve ça intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce plan, mais qui est un plan pour moi qui pourrait être un film de fiction, complètement. Et là, je me disais, l'équipe technique, on va dire, ben alors, comment on peut le mettre en place techniquement ? La lumière, la manière de... Quel est le cadre, le fait de marcher sur un trottoir avec des poteaux qui balisent un peu. Donc tout ça, je pense que ça, il me semble, enfin je l'attribuais plus à l'équipe technique. Est-ce que je me trompe ou pas ? Je ne sais pas. D'abord, je vous remercie de cette remarque sur la qualité de ce plan. Mais moi, j'ai une question pour vous, qui vient de m'être soufflée à l'oreille par ma voisine. Qu'est-ce que le documentaire pour vous ? Est-ce que le monsieur pourrait avoir le micro, s'il vous plaît ? Parce que je lui pose une question. J'adore. Qu'est-ce que le documentaire pour vous, monsieur ? Alors le documentaire, pour moi, j'y connais rien. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de documentaires, par exemple. Donc vous y connaissez. Et qui sont très différents. Non, je les ai vus. Et il y en a d'autres que j'aime beaucoup, tout le travail de documentaire. Alors après, par exemple, le documentaire, il y a les documentaires qui utilisent des images d'archives, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a à la fois... C'est-à-dire qu'on n'est même plus dans l'immédiateté, mais on est dans une thématique qui est abordée par des images d'archives, par exemple. C'est un documentaire.
il n'y a pas, à la limite, il pourrait ne pas y avoir d'acteur qu'une voix extérieure. Et ça, c'est aussi une catégorie de films d'acteurs qui ne serait pas dans l'immédiateté d'aller voir des personnes in situ, vivantes, présentes dans l'immédiateté. C'est-à-dire, on en a vu aussi. Il y a ce qu'on appelle maintenant des docu-fictions. J'aimerais bien d'ailleurs avoir votre avis sur ça. C'est-à-dire comment la fiction, c'est-à-dire là, elle est pensée en termes de fiction et pas du tout documentaire, c'est-à-dire c'est des acteurs professionnels qui jouent un personnage et qu'on peut revoir dans des images d'archives qui sont des images de documents. Alors, je vais donner des éléments de réponse par rapport à votre première question. Oui. Faire du documentaire n'empêche pas une approche cinématographique des choses, d'abord. C'est ce dont nous sommes garants ici, autour de cette table, vis-à-vis des réalisateurs et vis-à-vis du film que nous sommes en train de filmer. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure, par rapport aux discussions avec les réalisatrices et les réalisateurs. Tout est question de point de vue, de là d'où on se place. Le choix, par exemple, le plan d'entrée dont on parle, à base de dos, effectivement, c'est un choix qui se fait à plusieurs niveaux de l'élaboration du film. Ça se fait au niveau du tournage, ça peut être, en l'occurrence, sur ce plan-là, très précisément, c'était une proposition de ma part, validée par le réalisateur, et qui m'a dit, Laurent, très très bonne idée, vas-y, faisons ça, ça me parle totalement, c'est totalement dans l'idée que j'avais du sujet, et c'est tout à fait lié aux discussions préalables que nous avons sur le sujet. Ça valide ma compréhension, parce que notre rôle sur le tournage d'un film documentaire, c'est de devenir l'œil technique du réalisateur. Oui, non, mais c'est-à-dire et artistique, c'est-à-dire de faire de cette envie une réalité tangible. Voilà. Donc, voilà, il y a eu une validation, on a tourné ce plan, et ensuite, au montage, évidemment, il y a le travail du montage et du réalisateur avec son monteur, qui, à un moment donné, sur une phrase en particulier, du témoignage de Abbas, du réalisateur plutôt, où il parle que le moment est venu, il le fait se retourner. Donc c'est toute cette approche en plusieurs étapes qui fait l'existence d'un film documentaire. Il y a de la cinématographie au moment de la prise de vue, il y a de la cinématographie au moment du montage, et voilà. Et quand tout est bien cohérent, on obtient des petits moments magiques. On a finalement personne n'a encore parlé de ce terme, mais quand je suis dans un documentaire, les gens qui nous accueillent disent « Ah oui, l'équipe de reportage est là ». Et donc, pour quelle chaîne ? Quand ça passe ? Ça passe demain ? Oh, et puis on a des trucs sur la caméra qui viennent, des enfants qui nous font « Ah, c'est pour maman, bonjour !» Et en fait, déjà, je voulais dire, déjà ici qui nous sommes, nous n'allons pas faire les mêmes documentaires. Il y a plein de documentaires différents et il y a un gros malentendu entre JT, reportage réel et documentaire. Donc je crois quand même qu'on est d'accord, enfin vous me corrigez, qu'on est tous dans la création de documentaires individuels. Enfin, on se situe un peu dans ce qui devient de plus en plus rare, dans le flux de la télé, mais des documentaires de création. Là, on parle un peu plus de documentaires de création, je crois, non ? Et donc les documentaires de création veulent être des films où on est dans les émotions, où le réel devient décor, les personnes deviennent protagonistes d'eux-mêmes. Vous voyez, on est dans une écriture d'un film avec toute cette dramaturgie, en fait. Et donc c'est juste que les éléments ne sont pas Isabelle Adjani, Isabelle Huppert et Catherine Deneuve, mais Monsieur Dupont qui a un parcours incroyable et on filme en Afrique parce qu'il y a une sécheresse et on veut en parler. Enfin, vous voyez, mais c'est des éléments d'une dramaturgie écrite et pensée comme ça. Et c'est en ça que la préparation
et comme un scénario qu'on finit avec le réalisateur qui, lui, a penché depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, en faisant énormément de repérage, de relationnel avec les gens, pour qu'ils deviennent les acteurs d'eux-mêmes, qu'ils acceptent ce pacte et cet investissement. C'est vraiment l'inverse du JT et du reportage où on vient avec un grand angle pour pas trop trembler, les images se ressentent peut-être parce que il n'y a pas d'idée parfois. Enfin, je ne suis pas dans le reportage, j'ai fait un tout petit peu de reportage culturel au début, donc j'ai vu un petit peu. Voilà. Donc on n'est pas là-dedans. Peut-être tu veux dire quelque chose parce que tu as présenté un film aussi hier. Oui, enfin, juste par rapport à ce que disait le monsieur, il y a un truc qui est intéressant, c'est que quand on parle de fiction, parce qu'on est derrière le personnage et que d'un coup ça ressemble à un film de fiction, j'ai l'impression qu'effectivement il y a le côté point de vue, donc le point de vue ça existe autant en fiction qu'en documentaire, mais il y a aussi le côté, j'ai l'impression quand on dit documentaire, on a l'impression que c'est objectif, alors en opposé à subjectif. Et en fait, c'est un peu le danger, c'est qu'on a l'impression que le documentaire c'est quelque chose d'objectif, c'est-à-dire qu'on va montrer au spectateur le réel tel qu'il est. Alors que c'est faux. En fait, à partir du moment où on amène une caméra et qu'on est dans un espace de réel, on va transformer le réel. C'est-à-dire qu'on va on va le rendre subjectif à l'œil que nous, on porte sur le monde, quoi. Donc c'est un peu ça le danger. Et c'est ce que j'entendais un peu dans ce que vous disiez. J'avais l'impression qu'il y avait cette opposition aussi un peu implicite d'objectif et subjectif. Et voilà, même quand on fait du documentaire pur, alors tu disais création, mais il y a aussi le côté immersion, c'est-à-dire que dans le côté documentaire d'immersion, l'idée c'est aussi d'aller dans un endroit et d'essayer de se faire oublier par les protagonistes le maximum pour les laisser vivre tels qu'ils vivraient, même si notre présence change le cours des choses, et de ne pas intervenir, c'est-à-dire pas forcément de faire d'interview ou de pas demander aux protagonistes de faire quelque chose pour nous. Mais donc du coup, c'est une autre case de documentaire qui est plus, je dirais, documentaire d'immersion, qui n'est pas exactement ce qu'on a vu là. Voilà. Mais en tout cas, je pense que c'est important de bien se rendre compte que l'objectivité en documentaire n'existe pas, de fait. Enfin, voilà. Ah, moi, je veux juste rebondir sur un truc. J'aime pas du tout qu'on dise faire oublier. J'aime pas qu'on dise faire oublier, parce qu'on se fait pas oublier. Et c'est une vraie. On nous dit souvent ça en documentaire. Comment vous avez fait oublier la caméra? Mais en fait, on la fait pas oublier. On est avec eux, en fait. On est ensemble, on fait le film ensemble. C'est un partage. J'en frissonne, en fait. Mais voilà, accepter, oui, c'est presque plus qu'accepter pour moi, parce qu'on est là, en fait. Il y a une présence. La caméra, elle est là, et moi, je suis là, et il m'oublie pas. Juste, on fait ça ensemble. Et moi, j'ai juste, attendez une seconde, un petit aparté, parce que hier, j'ai été un peu interpellé, Colin, quand vous avez parlé de votre film, du fait qu'au début, ou je ne sais pas si c'était en prépa ou au moment du tournage, vous avez été un peu arrêté ou gêné à cause à cause de l'image que les gens que vous alliez filmer avaient des médias. Est-ce qu'il a été question du fait qu'on avait une mauvaise image des caméras, en gros? Les gens qui étaient filmés s'en méfiaient à cause de ce qui était raconté dans les médias. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez rencontré ou est-ce que j'ai affabulé ça? Peut-être que tu peux présenter, parce que peut-être que tout le monde ici n'a pas vu donc le film de Neon People qui a été projeté en avant-première ici. Et tu peux peut-être déjà le présenter. Ouais, alors oui, par rapport à ça, par rapport aux médias, déjà il y a le réalisateur du film qui est là, Jean-Baptiste Auré, et par rapport aux médias, effectivement, ça nous est arrivé une fois ou deux de se faire un peu jeter parce qu'on était pris pour des youtubeurs ou enfin voilà, donc pour eux c'était le non-respect de leurs conditions par certaines personnes qui venaient exploiter une image en la déformant selon leurs sensations. Et je pense que la grosse différence, c'est aussi que justement c'est dans ce processus d'immersion, c'est-à-dire que quand quelqu'un vient prendre des images pendant 2 heures, s'en va et va poster ça sur Internet, il n'y a aucune relation, je veux dire, il n'y a aucun rapport avec le protagoniste. Alors que en documentaire, par exemple pour le film de Jean-Baptiste, le premier jour, on n'a pas filmé. Jean-Baptiste, il est allé 1 an avant faire des repérages, rencontrer les gens, se rendre compte s'il avait une relation intéressante avec ces gens avant de commencer à les filmer.
Et il y a aussi le fait que le premier jour, on les filme et on sent qu'il n'y a peut-être pas forcément une grande proximité ou quoi, mais quand on revient tous les jours pendant 2 semaines, au bout de 2 semaines, la relation est complètement différente. Alors je dis, effectivement, se faire oublier, ça ne veut pas dire qu'on doit s'invisibiliser parce que ça n'existe pas, mais en tout cas, c'est se faire accepter et faire en sorte que en fait, notre présence ne dérange pas la vie quotidienne des gens qui sont en face de nous. C'est-à-dire que pour eux, ils se disent « Ok, ils sont là, mais on peut continuer notre vie ». Et c'est ça qui devient intéressant aussi, quoi. Enfin... Juste pour les gens qui n'ont pas vu le film, c'est sur des gens qui vivent sous des tunnels, en fait, dans des tunnels sous Las Vegas, en fait. Oui, il y avait plusieurs personnes qui voulaient parler. J'avais une petite remarque pour rejoindre ce que vous disiez. Moi, j'ai eu la chance de travailler personnellement à la fois sur des projets de fiction, de documentaire et de télévision, et je voulais un peu voir avec vous la nuance, parce que moi, quand je travaille sur un projet de télé-réalité, par exemple, ou sur des reportages pour la télévision, du JT, comme vous disiez précédemment, il y a aussi des notions de dramaturgie, de mise en scène et de construction du récit. Et donc, il y a aussi un point de vue qui, évidemment, n'est pas le même. Et moi, la question que ça soulève chez moi vis-à-vis du travail, comme vous distinguez, documentaire de création, c'est, pour moi... je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est la notion, entre guillemets, d'utilisation, d'exploitation du réel. Comme tu disais, Colin, on arrive, on prend et on repart, dans certains cas, et dans d'autres cas, on construit une relation de laquelle va sortir peut-être un récit, peut-être un film, peut-être pas, en fait, parce que j'ai aussi eu le malheur d'avoir des films qui ne se font pas, parfois. Et donc je voulais un peu avoir votre réflexion sur, pour moi c'est central, c'est la notion d'exploitation du récit, enfin d'exploitation des gens en fait. Comment est-ce qu'on approche les gens et on s'approche du sujet qu'on souhaite filmer. Est-ce qu'on arrive avec son idée, je veux mon film, je veux raconter ça, et si ça se passe pas, je sais pas quoi faire, enfin, ce genre de choses, ce genre de démarche. Mais en fait, vous avez très très bien résumé la différence entre, on va dire, le reportage ou des choses encore plus glauques que le reportage et le travail du documentaire. On ne prend pas une image, on la co-construit. On crée, c'est ce que je disais par rapport à la relation que nous avions avec Abbas, c'est-à-dire qu'on est dans l'acceptation totale du fait que nous soyons présents. C'est ce qui vous est arrivé sous les tunnels. Les gens... Ce que je dis souvent aux gens que je filme, ce n'est pas mon histoire, c'est vous le script, c'est vous l'acteur, c'est votre film en fait. Et nous co-construisons avec eux leur histoire, leur réalité. Et effectivement, j'aime pas du tout le mot prendre une image. J'ai pas envie de prendre les choses aux gens, quoi. Ce serait absolument atroce. Oui, je crois qu'il y a une relation la notion de relation de confiance, de construction d'une relation, elle est absolument essentielle. Donc, moi, je te propose la manière dont je te vois, et toi, tu me donnes à voir ce que tu as envie de me donner à voir de ça, et de cette relation, de ce qui se passe entre la proposition du regard et la manière dont la personne choisit de donner ou pas à voir des choses, c'est de là que naît quelque chose. C'est de la construction d'une relation. Voilà. Alors bien sûr, on est toujours à l'affût aussi de ce qui échappe à l'être. Mais en toute conscience, entre guillemets. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a un travail souterrain qu'on cherche à révéler des gens, mais je crois que c'est d'abord, et toute relation riche et forte, que ça soit dans une équipe avec les gens avec qui on travaille, ou avec les gens qu'on filme, c'est basé sur la confiance.
Et la confiance, eh ben, ça passe par, je sais pas, enfin bon, c'est idiot de dire ça, mais pour moi c'est absolument essentiel. C'est-à-dire que le rapport de bienveillance et d'empathie et de confiance, c'est-à-dire de respect mutuel, de la limite de l'autre, elle est à la base de ce qu'on peut construire ensemble. Et c'est en ça que le documentaire a quelque chose de magique, parce que à chaque fois, c'est construire une relation et la proposition d'un regard sur un être, plusieurs êtres, et ce qu'ils sont amenés à vivre. Voilà. J'avais une question à vous poser. Alors moi, je suis novice. Hein. Voilà. Je regarde souvent des documentaires à la télé aussi, mais je voulais vous poser une question par rapport à un documentaire sur la nature pure, l'arbre, la montagne, le champ de fleurs, le champ de coquelicots. Comment vous construisez aussi un documentaire qui parle que de la nature? C'est... Je suis désolée. J'ai l'impression de monopoliser le micro. C'est un travail, je pense, effectivement différent. On va dire sur des sujets qui parlent de... alors, on ne va pas dire que la nature c'est des objets inertes, mais c'est vrai qu'on n'a pas d'histoire de consentement, de relation, etc. Mais on va essayer... Alors là, on est purement dans le point de vue. C'est-à-dire que la construction du film se fait... Voilà, là, on est vraiment dans la discussion avec la réalisatrice ou le réalisateur, de savoir, voilà, cet arbre, par exemple, vous parliez d'un arbre, on va éviter de parler des pingouins, des manchots d'ailleurs. Cet arbre, par exemple, c'est le personnage de notre film. Comment va-t-on le filmer? Qu'est-ce qu'on veut dire de lui? Quelle impression on a envie de donner au spectateur de cet être vivant qu'est l'arbre? C'est notre personnage, c'est notre héros. Quel dispositif allons-nous mettre en place pour en faire le héros, et quel genre de héros on veut voilà. Donc c'est tout ça, en fait, toutes ces questions préparatoires. On touche là au cœur du point de vue, voilà, le point de vue sur un arbre. Quel genre de héros on veut faire, quel dispositif technique on va pouvoir nous proposer pour que cette notion existe vraiment à l'image, et quel mouvement de caméra, voilà, tout ça est le fruit d'une longue discussion, d'une longue réflexion entre le réalisateur et nous, effectivement. Peut-être qu'on passe un peu des extraits. Oui, non, mais là, c'est bien de lancer la salle. Il n'y a plus qu'un quart d'heure. Merci. Je suis amatrice depuis longtemps des films documentaires que je ne vais voir qu'au cinéma parce que j'ai plus la télé depuis 20 ans. J'aime les documentaires depuis avant encore. Alors, il se trouve que, comme je suis un peu à l'affût, avant tout, de documentaires au cinéma, j'ai vu il y a quelques années un documentaire qui me reste en travers, pas de la gorge, mais qui me trouble. Alors voilà, c'est Honeyland. C'est un documentaire qui a été tourné par un duo de personnes de l'ancienne Yougoslavie, je ne sais plus quel pays, qui ont suivi pendant plusieurs années une femme qui vit quasiment isolée, en pleine cambrousse, et qui récolte du miel sauvage qu'elle partage avec les abeilles en contrat écolo magnifique. Il y a sa vieille maman qui est malade, et pendant le documentaire, on comprend qu'on assiste à l'évolution chronologique de la vie de ces deux femmes jusqu'à la mort de la vieille dame et après sa mort. Premier problème, c'est la première fois que j'assistais à un documentaire où on raconte quelque part une vie de personnes qui deviennent personnages. Bon, puis alors il y a eu autre chose encore plus troublant, c'est qu'à un moment arrive une famille rome qui, pardon, je vais être vulgaire, pardon pour la vulgarité, crée un gros bazar dans la vie des deux femmes. Et
on voit à un moment, parce qu'ils sont un peu agités, une scène de maltraitance en réel, enfin en direct, d'un des hommes, ou le grand frère ou le père, sur une petite fille. On voit bien qu'elle a eu très mal physiquement, et c'est filmé, on en prend plein la poire, et on se dit, mais il y a une question d'éthique, voilà. Ce sont ces deux problèmes que je n'ai pas digérés encore, d'un film que j'ai par ailleurs beaucoup aimé. Sinon... Non, mais c'est une vraie question et qui se pose et qui peut se poser, c'est-à-dire à quel moment on reste spectateur, témoin, observateur ou qu'on rend compte de ce qui se passe et à quel moment on intervient parce qu'il y a quelque chose excusez-moi, d'insoutenable. Voilà, ça c'est une question essentielle et qui est compliquée. Je n'ai pas d'exemple comme ça en tête, mais je sais que ça nous est tous arrivé de nous poser la question. Voilà. Et derrière cette question, est-ce que c'est en rendre compte par un objet filmique qui est essentiel, ou est-ce qu'à un moment, il y a quelque chose d'impossible et l'urgence, c'est d'intervenir dans le réel. Voilà. Et comment on se situe là-dedans. Ouais, pour aller pour continuer sur ce thème, il y a un film intéressant sur un photographe de guerre qui s'appelle James Nightway, qui s'appelle War Photographer. Et où, parce que la photo reportage, par exemple photographie de guerre, ça peut s'apparenter un peu du documentaire. Et à un moment dans le film, justement, James Nightway dit à un moment donné, j'ai senti que quand j'étais là et que juste ma présence avec l'appareil photo sur mon œil, en fait, provoquait les événements. Et que lui, étant photographe de guerre, il s'est rendu compte que par moments, les gens faisaient des choses atroces ou faisaient des choses contre lesquelles lui était, juste parce qu'il était là. Et qu'à partir du moment où il descendait son appareil photo, l'événement s'arrêtait. Et ça, il le raconte avec beaucoup d'émotion, parce qu'en fait, il se rendait compte que lui-même devenait le véhicule d'une image, dont les gens avaient conscience. Et du coup, ça a changé la manière d'agir. Donc oui, effectivement, par rapport à ce que vous dites, il y a un vrai travail un peu éthique, c'est-à-dire de se rendre compte si notre présence change les comportements, et si ça change le comportement dans un sens avec lequel on n'est pas d'accord, c'est notre travail aussi de ne pas filmer, quoi, par exemple. Enfin, voilà. Et moi, pour vous dire, c'est aussi cette question de quand on est opérateur, à quel moment on va se sentir mal à l'aise avec ce qu'on est en train de filmer. J'aurais un exemple très simple d'un film que j'ai tourné l'an dernier sur un jeune de 17 ans en Bretagne qui veut devenir marin-pêcheur. Ça, c'est un film, donc un pitch très simple. C'était vraiment tout au fond de la Bretagne, à l'ouest de Brest, vous voyez, vraiment très loin, dans des gens qui vivent ensemble depuis très longtemps et qui sont tous assez nationalistes, mais à 17 ans, très fortement nationalistes. Et à un moment, je me suis retrouvé à le filmer dans les rues, alors en ayant pas mal bu, donc déjà ça c'est un peu gênant de filmer un jeune mineur qui a bu, qui plus est dans le jardin d'un député local, enfin bon. Donc on se sent un peu mal en se disant oulala, est-ce qu'on va montrer ça? Et dans la rue qu'il menait vers alors ils allaient à un festival, mais festival plutôt ouvert pour le coup. Dans la rue, ils se sont tous mis à prendre des drapeaux bretons qui se sont mis sur les épaules et à chanter Zemmour on t'aime, Zemmour on t'adore, et à insulter les gens qui n'étaient pas immatriculés 29, et avec des mères de famille et leurs enfants, en leur disant rentrez chez vous, enfin très insultant. La réalisatrice a voulu, elle prenait le soin, elle a voulu arrêter. On s'est arrêté, on leur a parlé, mais sans jugement. Hein. Ce qui s'est passé, c'est quand même après une prise de conscience, et quand on est revenu tourner, il s'est passé autre chose, c'est-à-dire qu'il était complètement en rébellion avec sa famille, notamment avec sa mère, qui s'était séparée de son père, et lui, il avait pris le côté de son père. Mais en fait, petit à petit, des choses qu'on ne savait pas, parce que la famille nous avait lâchés. Sa mère vivait maintenant avec une autre femme,
et lui, il voulait cacher cette homosexualité par rapport à sa vie de village et tout ça. Et en fait, le fait qu'on soit intervenu dans le réel fait qu'il a accepté ça. Et maintenant, il a une vie complètement différente de ce qu'il aurait pu avoir. Donc, c'est très difficile de juger, en fait, au moment où on est en train de filmer, ce qui est en train de se passer, et de s'arrêter, parce qu'on ne sait pas... Sauf si on a des événements vraiment traumatiques où il y a quelqu'un qui est en train de se faire taper dessus, quoi. Ça, c'est difficile, mais vous voyez, entre le jugement qu'on peut avoir au moment où on filme et la réalité qui va se passer dans la vie des gens, et on influe dans la vie des gens, ça, c'est une certitude. J'avais un petit extrait pour un peu vous montrer quelque chose sur le consentement entre la personne filmée, dans une situation pas forcément confortable, et l'équipe qui filme. Donc c'est un extrait de À la vie, c'est un portrait d'une sage-femme, Chantal Birman, qui habite en région parisienne, plutôt engagée dans le 93, donc les quartiers difficiles. Et c'est un film où elle accompagne les femmes qui viennent d'accoucher, qui découvrent la maternité, qui sont un peu débordées par tout ça, l'allaitement, le bébé qui crie, ne plus dormir, enfin une nouvelle vie qui commence et qui les accompagne. Et nous, on la suit dans ses visites postpartum. Voilà. Bien, ¿cómo fue la noche? Hola. Ella está una estudiante, madrona, que va a estar madrona. Ah, bueno, bienvenida. Hortense. Il a une jolie bouche, ton bébé. Oui. Très belle bouche, très bien dessinée. Ça te fait rigoler. Chantal, vous désinfectez avant et après d'enlever les agrafes ou seulement après? Parce que ça dépend des endroits. Comment? Vous désinfectez avant et après? Moi, je fais les deux. Les deux. Avec des compresses différentes. Ça marche. Je fais une première fois avant et je fais une deuxième fois quand tout est parti. Ok. Je fais ça. Je vous touche, hein? D'accord? Si ça fait mal, vous me le dites. Ça va? Oui, ça va. Ça va toujours? Oui, ça va. Ça va pas. Ça va pas. Dites-moi ce qui va pas. Non. Là, je sens un peu mal, mais ça va. Ça vous fait un petit peu mal, c'est ça? Ouais. Ok. Voilà. Donc là, je vous montre. En fait, les agrafes, je les mets dans le petit trou là. Je tire pas dessus. Ça les plie et ça remonte sur les côtés. D'accord. Pardon. Ça va? Oh. Ça va? C'est bon? J'y vais, hein? Ça va toujours? Ouais. Voilà. 3, il en reste 1, 2, 3, 4, 5. Paraît-il, ta maman nous a dit que tu avais mis le bébé au sein directement. Oui, c'est un peu dur. Bon, j'étais avec tout le monde, avec ma maman ici, mais je dis bon, je vais essayer. Et je fais comme vous m'avez dit, de mettre les seins comme ça. C'était très très dur. Oui. Au début, elle pleurait beaucoup, mais après, il a pris les petits bouts comme ça. Il arrive un peu. Bon, je devais rester comme ça, mais après, je mets comme ça et voilà, il l'a attrapé. Tranquille, voilà. Mais tout le temps, quand je dois les donner encore une fois, je dois les refaire. Ah oui. J'imagine que jusqu'à qu'il ça sorte plus, voilà. Oui. Là, franchement, si tu arrives à faire ça régulièrement, tu vas avoir de plus en plus de lait. Donc continue, et probablement tu vas avoir moins à donner de lait artificiel. Oui. Tu vois. Donc, en fait, on n'a pas beaucoup parlé avec vous, donc vous pouvez poser des questions, mais cet extrait est intéressant, je trouve, parce que comment les femmes, elles ont accepté, en fait, de faire ça? Eh bien, parce qu'on vient avec Chantal Birman, la sage-femme.
Et que la réalisatrice a fait tout un travail aussi auprès des femmes avant qu'on y arrive, en expliquant le projet de son film. Et le projet de son film, c'est de dire, il y a plein de femmes qui, on croit, c'est inné, quoi. Le bébé est né, youpi tralala, on est heureux, on a des photos de faire part. Mais c'est pas ça. Au début, c'est pas ça. C'est un débordement, on dégouline de lait, on a mal. C'est pas ça, en fait. Et donc, de partager cette étape-là avec d'autres êtres qui ne sont peut-être pas encore père et mère, et de moins se sentir seule avec ça. Et donc, les femmes qui sont figurées, elles ont accepté cette chose théoriquement, et on ne les voit qu'une fois. C'est très difficile. J'arrive là, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais repéré où nous sommes, je me mets dans un coin vite, stratégiquement, et à force de filmer ces visites, avec Aude, la réalisatrice, on comprend que c'est toujours la personne en postpartum qui est intéressante. C'est finalement Chantal, on l'a vu plusieurs fois déjà, elle parle, elle donne des... Et là, on est avec sa stagiaire en plus. Et donc, comment ça se formule, le mouvement de caméra, de découverte, à quel moment ? C'est que nous, les opérateurs, on sait ce qu'on veut raconter, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, on réagit avec toute notre émotion et notre sensibilité aussi. Donc, moi, je n'avais jamais vu de césarienne de ma vie. Je l'ai vu la première fois à travers cette caméra. Donc, à quel moment je descends ? Et je regarde vraiment, je regarde comme avec des yeux, ça veut dire je regarde vraiment, c'est grave, comment c'est fait. Et après, je veux voir la souffrance de la femme à nouveau, parce qu'elle a mal, je vois son poing dans mon cadre, donc je remonte. Donc tout ça, c'est très... Ouais, c'est regarder vraiment, en fait, même avec la caméra, même avec la technique du poing, même avec le truc qui pèse 1 tonne, même avec le tremblement de nos genoux, mais on regarde vraiment. Vous pouvez juste ouvrir le micro du public ? Non, il est allumé, il faut juste l'ouvrir en régie, je pense. Super. J'en profite pour vous poser une petite... Pardon ? J'en profite pour vous poser une petite question. Moi, je suis toute jeune opératrice. Et quand je cadre en documentaire, il y a une question en ce moment qui vient beaucoup, donc j'aimerais bien avoir votre avis dessus, qui est un peu la peur de rater un moment. Parce que chaque choix de changement de cadre, c'est le risque de rater le moment où il se passerait quelque chose. Donc j'aimerais bien votre avis là-dessus. Et même le choix de filmer un hors-champ, filmer une réaction pendant un moment et dire « Ah, mais peut-être que la personne qui parle est plus importante que la réaction ». Enfin, tous ces choix-là, ça fait monter un peu ce risque-là. Et aussi, souvent, il y a un peu une demande de la part des réalisateurs de ne rien rater. Et de comment gérer justement ces choix que nous, très concrets, qu'on a à faire. Et de l'autre côté, ces réals qui veulent très souvent ne rien rater et donc parfois faire basculer dans un peu un système plus de captation et du coup plus difficile de poser un regard plus de création sur la réalité, quoi. Voilà, c'est ma question. Je dirais qu'il y a une part aussi, moi dans ce que j'entends de la part des réalisateurs et réalisatrices que tu décris, c'est aussi souvent un manque d'expérience de leur part, ceux qui sont dans l'urgence de tourner et plutôt dans le temps d'observation, puisque les choses se reproduisent régulièrement. Donc les choses peuvent être racontées de plein de façons, à plein de moments différents de la vie des personnes qu'on filme. Donc on n'est pas forcément dans l'urgence, on n'est pas dans l'urgence de filmer et donc de capter. On est justement dans un choix. Le réalisateur ou la réalisatrice, ils doivent être dans un choix de mise en scène et pas dans cette urgence de tourner. Donc c'est là que leur travail aussi est important. Et en tant qu'opératrice, moi le conseil que je donne, moi je cadre avec mes oreilles en fait. C'est l'écoute qui est essentielle. Et comme l'ingénieur du son, il travaille avec ses yeux. Un bon opérateur, il écoute surtout. Et c'est ça qui va te permettre de faire tes choix et d'aller tendre vers... Parce que justement, tout ce travail préparatoire avec le réalisateur fait qu'on sait ce qu'on veut raconter. Et effectivement, c'est nous qui faisons des choix de qui on filme, à quel moment, et quand est-ce qu'on part sur de l'écoute ou pas. Donc, il faut écouter. Ouais, en fait, j'allais dire à peu près ce que tu as dit. Donc, voilà, mais c'est vrai que ce qui est peut-être mentalement, ce qui est peut-être pratique, ou en tout cas ce qui peut aider pour ça, c'est de se dire que à partir du moment où on éteint la caméra, on rate des choses.
de le voir à l'inverse, tu vois ce que je veux dire, de se dire, en fait, je passe mon temps à rater des choses. Et au moins, ça te déstresse sur le fait que, bah, oui, en fait, accepte le fait de rater des choses, parce que même la nuit, quand tu dors, tu rates des choses, quoi. Donc, enfin, je veux dire, de le voir comme ça peut aider mentalement pour se tranquilliser aussi en tournage, de se dire, bah oui, je vais prendre une portion du réel qu'il y a devant moi, quoi. Et moi, je vais te répondre de deux manières. La première manière, c'est que sur le son, il y a aussi le hors-champ. Et moi, dans beaucoup de films que j'ai faits, les moments hyper forts ont été souvent hors-champ, ou montrés pudiquement de loin, ou le son déplacé ailleurs. Et en fait, ce qui se passait au son ne se passait pas forcément à l'image. Et c'est aussi ce qui fait la beauté du cinéma documentaire qu'on aime, c'est qu'on pense le son et l'image séparés. C'est ce qui a donné beaucoup de choses. Moi, c'est une autre expérience que j'ai eue, ça vient aussi de la technologie, c'est-à-dire qu'avec le numérique, on peut tourner énormément. Mais j'ai fait un documentaire l'an dernier où on a tourné à la fois en 16 et à la fois en numérique. Le numérique nous servait surtout pour les paroles, justement. Parce que quand on fait parler des gens, ça aurait pris énormément de bobines, on n'aurait pas pu le faire. Par contre, les plans de 16, où il se passait des choses, étaient tellement pensés, et on savait tellement qu'il se passait quelque chose, à aucun moment on a appuyé sur le déclencheur alors qu'il ne se passait rien, ou alors on savait que le rien était signifiant. Ce que je veux dire, c'est qu'on sent la tension, on le sait. Et en pellicule, c'est tellement précieux qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'intuition. En fait, pour vous déstresser, il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'on a plein de façons de raconter une histoire. Le hors-champ est magnifique, et il faut garder en numérique ce qu'on peut avoir de la tension qu'on a en argentique. C'est-à-dire que chaque moment qu'on veut filmer doit être important. Sinon, on se retrouve... Et donc, pour dire, la réalisatrice m'a dit clairement, il y a très peu de temps, parce que j'ai récupéré quelques images de ces films, qu'elle n'avait rien jeté de tout ce qu'on avait tourné en argentique. Tout est monté dans le film. Donc et pourtant, il y a des moments où il ne se passe rien. Mais il y a la tension, il se passe quelque chose dans notre regard surtout, parce qu'à aucun moment on a ce regard mou. Ce qui fait qu'en numérique, c'est une faute presque de trop filmer, parce qu'on n'a plus de regard, et on se retrouve en montage avec 300 heures de rush, on ne sait même pas comment dérusher, et il n'y a plus de point de vue. Donc en fait, non, il faut défendre un point de vue, c'est notre rôle d'opérateur, mais on ne défend pas notre point de vue, on défend évidemment le film qu'on est en train de construire ensemble. Et en construire ensemble, c'est aussi cette question d'équipe, c'est cette question de relation professionnelle mais personnelle, parce qu'il faut savoir que quand on est en documentaire, on est 2, 3, et on dort dans le même hôtel, on mange ensemble, on fait tout ensemble, et on voit ensemble en fait, on est avec les gens ensemble. Et donc oui, on peut rater des choses, mais parce que en numérique, typiquement, à un moment, on est en train de filmer, il n'y a plus de batterie, il faut aller en chercher une, et tant pis, le son sera là pour récupérer les choses. Et c'est comme ça, c'est la vie. Oui, alors vous êtes une jeune opératrice, ça me donne envie de parler, parce que moi je suis un vieil opérateur, documentariste, et donc effectivement je retrouve beaucoup de choses dans tout ce que vous dites, que je comprends. J'étais arrivé assez vite à la conclusion qu'on faisait les films avec ce qu'on n'a pas raté. Et la notion de ratage, effectivement, est importante. Et aussi autre chose, autre conseil peut-être, c'est ne pas courir après ce qu'on a raté. C'est-à-dire dans une séquence, à un moment donné, on va rater un truc, et le réalisateur veut absolument essayer de rattraper le truc qu'on a raté. Et je lui dis, attends, pendant que tu fais ça, on est en train de rater autre chose. Donc continue, c'est raté, on fait ce qu'on n'a pas raté. Voilà, mon conseil. Oui, moi j'ai l'impression que c'est hyper important de faire confiance à son intuition et au rythme de son regard. Et qu'est-ce qu'on regarde ? Parce qu'avec la peur de rater, du coup, faisons une caméra de surveillance, on va tout filmer, tout le monde, et comme ça, on est sûr qu'on aura tout le monde. Mais justement, le geste documentaire, il est ailleurs, il est justement... Et ce qui est beau, c'est, par exemple, dans ce qu'on a vu, c'est on est au rythme du regard et de l'intensité du regard de Sarah. Il y a un moment... Et pas avant, elle a envie d'aller voir ce qui se passe. Il y a un moment où elle a envie de remonter. Enfin, et je pense que cette connexion avec ce qui se passe et avec ta propre intuition, nourrie de tous les partis pris et discussions qu'il y a eu avant, voilà, il faut faire confiance. Et enfin,
c'est un point essentiel en fait, mais il faut être vraiment complètement là et faire confiance à. Et plus on fait confiance à son intuition, et plus on est dans le rythme, dans son regard, et dans qu'est-ce que j'ai envie d'aller voir, qu'est-ce qui me manque, et ben plus on va être juste. Après, c'est vrai que on a toujours dans le coin de notre tête la question du montage, on est toujours en train aussi d'anticiper, donc on est un peu dédoublé, mais ouais, je sais pas, je pense. Fais-toi confiance. Et pour ajouter, dans une composition d'équipe documentaire, il y a le réalisateur, la réalisatrice, l'opérateur et l'ingénieur du son. Et on n'est pas, enfin, c'est en ça que le rôle, la présence de quelqu'un au son est essentielle, parce que ça joue sur la manière dont on filme. Quand tu dis oui, il faut être dessus, mais en fait, il ne faut pas toujours être celui qui parle. L'écoute, enfin voilà, c'est ça aussi qui fait un film cinématographique. Et aussi, il y a donc le son. Je te parle à toi qui débute un peu dans le cadre. La première chose que je me suis dit, que je m'assois sur le son. Le son, il a tout, en fait. Le son, enfin, dans un chant contre chant, par exemple, c'était la première difficulté quand j'ai vraiment commencé. Comment je fais, en fait? Je peux pas. J'ai la nausée. Donc, dans un premier temps, le son. Et tu écoutes et tu... Voilà. Mais après, il y a aussi le style du film, quand même. Et on revient à la préparation. Donc là, il se trouve qu'on a vu des films, je ne sais pas ce que vous avez vu. Moi, j'ai vu Julia Sauté, par exemple. Julie Sauté. Ou Julie Derrien. Et ben, tout le film, il est fait sur elle. Le point est sur elle. Elle est de tous les plans. Et tout ce qu'elle voit ou ce qui se passe avec elle, souvent est flou. Et c'est le parti pris. Parce qu'elle est enfermée dans quelque chose. Donc le cadre l'enferme. Et c'est le personnage principal. Donc, nous, quand on fait le film avec Chantal Birman, à force d'avoir peur de rater, on se dit, bon, bah, finalement, la personne importante, c'est la personne qu'on visite. Chantal, elle nous parle, on l'a au son. Donc, focalise-toi sur la personne qu'on visite. Et donc, c'est comme ça que je suis très sereine à ne pas vouloir filmer Chantal, Birman, la sage-femme, la stagiaire, tout le temps. Et le stress et le stress, c'est l'épuisement et le vouloir tout faire. Et le gros ennemi d'être juste, c'est le gros ennemi. Il y a une question. Moi, j'aimerais, en tant qu'opérateur, j'ai fait pas mal de documentaires, moi j'aimerais vous répondre sur l'histoire de l'erreur. Il n'y a pas d'erreur. La seule chose, c'est se laisser aller par un flow, le flow de ce qu'on voit et ce qu'on entend. Et le lien avec le preneur de son, c'est quelque chose qui doit partir de l'intimité. Ça veut dire que votre preneur de son sera la personne qui va vous taper discrètement sur l'épaule et vous dire, là, il y a peut-être quelque chose qui serait intéressant dans le off, quoi. Et c'est à vous de dire, est-ce que je me tourne, est-ce que je ne me tourne pas? C'est flou, c'est pas flou, mais l'intérêt, c'est ce que vous filmez, quoi. Je reviens là-dessus parce que finalement, le chef opérateur, sur un documentaire, je ne sais pas s'il a vraiment besoin d'un réalisateur. Parce que parfois, le réalisateur vous dit, filme ça, parce qu'il veut absolument qu'on filme ça. Et tout d'un coup, nous, on est dans une espèce de conformation, dans une espèce d'envie de continuer de filmer l'histoire qui se déroule devant notre œil. Et moi, ça m'est arrivé souvent d'être en conflit avec mon réalisateur qui me disait mais tourne-toi, et physiquement, voilà, il essaie d'aller filmer ce que lui voit, mais on n'a pas terminé ce qu'on est en train de regarder devant la caméra. C'est un exercice difficile. Allez avec votre cœur, dites-vous qu'il n'y a pas d'erreur. Même si c'est flou, l'intérêt, c'est qu'il y a du son. Hein. Et puis le fait que 50% ou 60% des documentaires, c'est le son, c'est ce qu'on entend à côté, derrière, devant. Voilà, ça repose quand même l'histoire, mais ça, on aura des discussions sur travailler avec un réalisateur, quoi. Je me suis aperçu que parfois, j'ai dit à mon réalisateur, écoute, vas-y, montre-moi ce que tu veux, absolument. Hein, parce qu'il y a des conflits, il y a des histoires, des envies, des non-envies. Oui, et pour compléter, en fait, c'est aussi notre rôle. On parlait tout à l'heure du rôle d'accoucheur et d'accompagnateur. On accompagne les réalisateurs et il faut aussi savoir être
il y a un opérateur qui disait, je crois sur de l'ASC, sur les petits billets, il faut être la personne la plus cool du plateau. C'est-à-dire qu'on est là quand même aussi pour les rassurer. Je comprends qu'un réalisateur qui a passé 3 années à écrire, à financer, à convaincre qu'il faut faire son film, voilà, il est tout excité par la présence, le plateau qui existe, et puis il a peut-être perdu un certain nombre de réflexes, de regards, de calme. Et il faut accompagner, il faut calmer peut-être un petit peu une impatience, une peur, parce que c'est normal en tant que réalisateur d'avoir peur. Et nous sommes là aussi pour les soutenir, pour les accompagner, pour leur dire « Attends, il n'y a pas de problème, on va arriver à cette partie de ton idée, de ton scénario. Prenons les choses calmement. » C'est aussi notre rôle d'opérateur. Ça demande d'avoir de la confiance en soi en tant qu'opérateur. Alors, c'est pas facile quand on est jeune opérateur ou jeune opératrice, mais c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps et au fur et à mesure des expériences. C'est des choses que les réalisateurs et réalisatrices apprennent aussi avec le temps. Et c'est normal, à un moment donné, d'avoir cette peur. Le tout est d'apprendre à la surmonter. Yeah. Oui, non, enfin oui, j'allais rebondir un peu, mais enfin par rapport à la réflexion de, je ne sais pas si on a besoin d'un réalisateur au moment où on tourne. Alors peut-être que le moment où on tourne, effectivement, on est assez seul, mais par contre, c'est quand même le réalisateur ou la réalisatrice qui nous amène quelque part. Et en fait, c'est pour moi en documentaire, c'est plutôt ça le rôle, c'est-à-dire c'est cette personne qui va nous amener à un endroit ou dans une situation qui fait qu'on sait que c'est là qu'on va devoir filmer. Après, il y a, pour rebondir aussi par rapport à ce que vous disiez, par rapport au stress, au fait de tourner, je me souviens qu'au début où je faisais du documentaire, j'avais lu une anecdote de Pardon qui tournait en 35, ces documentaires, donc c'est de la pellicule, donc il y avait un côté assez sacralisé sur le médium, quoi, et donc ça lui arrivait de se mettre à un endroit, de poser sa caméra parce qu'il voyait un super plan à faire, incroyable. Et il posait sa caméra, il mettait tout en place, et au moment où il allait appuyer pour tourner, l'événement, enfin la situation s'arrêtait, et alors qu'il venait d'appuyer. Plutôt que de vivre ça comme une frustration, il racontait qu'il se disait « je vis cette frustration et au moment où je déclenche, je me force à compter dans ma tête 12 secondes ». Alors c'est marrant parce qu'on se dit « mais pourquoi 12 secondes ?» Ben, en fait, ce qu'il racontait, c'est « l'événement est plus là, si je tourne qu'une seconde, ce ne sera pas un plan. Si je compte 12 secondes, au pire, j'aurai un plan de coupe sur la nature, sur le décor. Et au mieux, cet événement va revenir dans le cadre que j'ai déjà installé. » Donc c'est marrant parce que pour moi, de l'entendre raconter ça, c'était comme un soulagement total. Ben oui, en fait, on pose la caméra, ça se trouve, l'événement va plus être là, mais au moins, quand on appuie, on assume qu'on appuie. Et on laisse les choses se passer. Un peu ça. Enfin, je trouvais ça marrant comme anecdote. Malheureusement, Sarah et Colin doivent nous quitter pour aller délibérer. Donc merci à vous deux. Merci. Et on va essayer, si ça fonctionne cette fois-ci, de lancer l'extrait de l'aventure Alzheimer. J'en ai ras-le-bol de faire une vieille image. Tu l'as fait pendant 60 ans. Non, mais c'est vrai que le médecin dit que ça serait quand même bien d'avoir quelqu'un pour justement éviter d'être... Oui, je sais, tu fais la vaisselle, toi. Et puis le marché. Et le marché. Enfin bon, moi, je me rends compte qu'il faudrait que je me calme un petit peu aussi, parce qu'il y a des moments, tu vois, je le range sur ma armoire, je reviens, il y en a dans tous les sens, je supporte pas d'avoir à trouver... t'es pas seule maman. Attends, moi, le matin, il me demande où sont ses caleçons, alors que normalement, c'est quand même quelque chose que tu dois avoir à portée de main, et tu sais pas pourquoi, c'est enfoui derrière, ou je sais pas trop. Ça, ils sont en slip, c'est pas grave. Non, ça te fait rire, mais c'est vrai. Et quelquefois, bon, la dernière fois, je me suis dit, bon, allez, maintenant tu te lèves, parce que sinon, j'allais encore exploser. Alors que ça sert à rien, je le sais bien. Mais Alain, t'es bien d'accord que t'es malade, quand même? Que j'étais malade? J'étais bien portant. T'es bien d'accord maintenant que tu es malade? Oui.
Bon, ben, ça commence doucement, et Oui. puis après ça va. Ça se dégrade. Tu te rends compte quand même que Non, mais t'as quand même perdu des choses là maintenant. oui. Un petit peu. T'en es pas vraiment conscient aussi? Bah si. Enfin, moi, ça m'inquiète quelque part. Il y a plusieurs choses qui m'inquiètent parce que je me dis, bon, s'il m'arrive quelque chose, n'importe quoi, je peux avoir un accident, je peux même me casser le bras, je peux n'importe quoi. Ou si je suis hospitalisé, ou si, au pire, ben, je meurs, eh ben, votre père, du jour au lendemain, il peut pas rester. À l'heure actuelle, même maintenant, il peut pas rester tout seul. C'est pas possible. Moi, je me rends bien compte que tout seul, c'est pas possible. Alors, l'autre problème, c'est que je sais pas du tout comment ça fonctionne par rapport aux EHPAD. Je sais pas du tout combien ça coûte. Moi, je sais pas si je pourrais garder l'appartement pour payer les charges, plus les impôts, plus le truc. Je me vois pas, si c'est un truc à 5 000 €, et s'il n'y a aucune prise en charge, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Et il n'y a personne pour te le dire. Mais, je reprends ça. En fait, je crois que je pense pas à toi, papa, comme un malade d'Alzheimer en premier, quand je... Tu penses que moi comme un père chiant qui n'a pas arrêté d'être chiant. Mais non, voilà, la maladie, elle est là. Sans doute ensuite, ça va devenir peut-être compliqué. De toute manière, les choses, elles deviennent... Je plaisantais. Mais non, mais... Avant, c'était toi le leader qui nous guidait à travers la pampa. Je descends avec ma femme Non, au village. Oui, mais avant, c'était lui. Donc quand je dis, est-ce que c'est toujours... c'est plus lui qui guide. Oui, c'est pas important, mais je dis juste que du coup, pour moi, c'est plus papa. Bon, là, tu racontes des conneries. Hein. Eh ben, je raconte des conneries, c'est ce que je ressens. Ouais, ça veut dire qu'elle te voyait en grand chef. Bah oui, c'est vrai. Et là, moi, maintenant, je sais plus faire, parce que c'est vrai qu'avant, tu m'appelais. Et depuis, je pense que c'est un peu... Oui, depuis la confirme, ça se dégrade, on sait plus au téléphone. Je viens moins. Et c'est sûr que j'arrive plus à parler avec toi parce que quand on discute, maintenant tu racontes des choses qui ne se sont jamais passées ou en tout cas pas avec moi. Et du coup je sais pas comment réagir. Et je m'en veux parce que c'est un petit peu égoïste, mais je pense que tu t'en rends même pas compte, c'est ça qui est lâche de ma part. Mais c'est vrai que je sais plus comment faire. Parce que tu me racontes des souvenirs qui se sont pas passés. Et moi je sais pas comment réagir et je m'en veux. Et je me dis que tu dois être triste, je sais même pas comment tu le vis. Et... Moi, je crois qu'il oublie au fur et à mesure. Hein, mais je sais, je me console comme ça, mais c'est un peu triste. Je crois qu'il y a des choses qui se passent et que tu les oublies au fur et à mesure. Donc notre présence a permis une libération de parole qui n'aurait pas eu lieu si nous n'avions pas été là et si la réalisatrice ne nous avait pas amenés là. Et ça, c'est assez magique dans nos métiers. Moi, je suis encore émue. Oui, merci pour cet extrait extrêmement émouvant qui fait remonter... en fait, ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est de voir à quel point il y a une situation particulière qui touche une famille, finalement, est une situation universelle. On touche à l'universel parce que ça vient parler à chacun d'entre nous, aux peurs que nous avons pour nous, pour nos proches, de vivre toujours ce genre de situation. Et c'est en ça que, quelque part, il y a le réel vient convoquer notre imaginaire, les choses que l'on peut projeter pour nous-mêmes, pour les autres. Et en ce sens-là, il y a une forte connexion entre le message du documentaire et le message de la fiction. Parce que dans les deux cas, on vient percuter nos émotions, faire réagir notre imagination et convoquer comme ça une forme d'empathie, voilà. Et voilà,
c'est toute la force de ce genre de séquence qui est aussi forte qu'une scène de fiction, et voire plus, puisqu'il s'agit de personnes réelles qui nous partagent avec une grande générosité ces moments, voilà, qui somme toute sont universels, je veux le dire encore une fois. Peut-être, je ne sais pas si c'est ce dont tu voulais parler, Isabelle, dans notre, de quelle manière et dans quelle mesure on intervient, en fait, nous, à la caméra, dans un dispositif et dans une scène. Oui, ben là peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que la réalisatrice a suscité une situation. J'imagine qu'elle a dit, bon, ben, et s'il y avait une discussion entre vous, est-ce que les deux sœurs, vous pouvez venir tel jour à telle heure, qu'est-ce que vous en diriez si on filmait? Donc là, pour le coup, ben, il y a vraiment une intention, une mise en scène et une situation qui est suscitée. Voilà. Après, dans ce que j'ai vu, là, dans la manière dont tu as filmé, tu te places à une position stratégique, on va dire. Alors peut-être que tu es intervenu aussi sur, peut-être que c'est mieux de placer le père là, la mère là, les sœurs là. Donc là aussi, il y a une intervention dans la mise en place, la mise en scène. Après, ce qu'on a vu là dans la manière dont c'était découpé, puisqu'on peut parler de découpage, c'est qu'il y a une position stratégique d'où tu pouvais voir les quatre, des duos de 2-2 avec des passages de points de l'un à l'autre. Donc, de cet endroit, de cette place stratégique, tu pouvais filmer la scène et avoir des points de montage aussi possibles. Et puis, on a vu à la fin que tu étais passé derrière l'épaule d'une des filles. Donc, là aussi, moi, j'imagine, mais un spectateur lambda ne le verra pas, ne le sentira pas, que peut-être à un moment, le paroxysme de la conversation où, voilà, avait atteint un point X et où vous avez senti que peut-être ça valait le coup de reprendre des choses. Et là aussi, il y a de l'intervention et de se déplacer et d'avoir des points de vue d'écoute ou de réaction. Et là, il y a plusieurs manières de faire. Je parle à ta place, mais c'est intéressant aussi de voir un regard extérieur de décortiquer comment on peut travailler. Bon, enfin, voilà, peut-être... C'est aussi dans cette point comment la séquence commence, on ne sait pas exactement ce qui va se produire. Donc tout à l'heure, l'un de nous parlait montage, et ça c'est un truc en tant qu'opérateur en documentaire, on est constamment en train de penser montage. Donc on est à la fois dans l'image, dans ce qui se produit, dans ce qu'on voit, dans ce qu'on entend, et en même temps, il faut qu'à la fin ce soit montable en fait. Et oui, il y a un moment où, effectivement, dans cette écoute, où on doit sentir le moment où on peut aller chercher autre chose, et tout en étant au bon endroit, au bon moment, quand il faut l'être. Oui, forcément, on n'avait pas la difficulté d'aller filmer chez les gens, c'est qu'on n'a pas non plus, on n'est pas sur un décor, on n'a pas 40 000 possibilités. Bon, j'ai quand même un peu rééclairé, parce que mais la fait qu'on positionne, le film date un peu, mais cette fille à côté de son père, ça aurait pu être l'inverse et il ne se serait pas passé la même chose dans l'image. Je ne suis pas sûre que la réalisatrice a vraiment dit c'est cette sœur-là qui va à côté de son père. Et alors que tout l'enjeu va se passer entre, même si on le savait quand même que c'était elle qui avait beaucoup de mal à parler de la maladie de son père. Donc, après, il y a
ce qui est difficile en tant qu'opérateur, c'est des fois il se produit beaucoup de choses dans un cadre dont on n'est pas toujours satisfait. Mais là, ces moments-là, ce qui prime, c'est ce qui se passe dans l'image. Et il faut des fois, enfin souvent, nous en tant qu'opérateurs, dire c'est pas parfait, mais c'est pas ce qui prime. Ce qui prime, c'est ce qui se passe et ce qui se dit. Et ça demande beaucoup d'être assez humble par rapport à ça. Voilà. Improvisée, ou est-ce que la présence même de l'enfant était souhaitée par l'équipe, et puis pourquoi il dessine, parce qu'à ce moment-là, sur ce plan-là, moi c'est plutôt l'enfant qui m'a amené, alors qu'il y avait quelque chose, c'était très centré sur les personnages, et d'un seul coup il y a ce personnage-là qui apparaît de façon un peu discrète, mais quand même qui était là. Donc à un certain moment, ça vient aussi d'un travail d'équipe, de dire, ou alors est-ce qu'il a surgi là comme ça, et c'est justement une des surprises aussi de filmer sans tout maîtriser, quoi. En fait. Il n'y a pas quelqu'un qui fait un top et qui lance l'enfant, qui dit à l'enfant vas-y. Encore heureux. Donc non, c'est vraiment. Alors si ça prend sens pour vous dans le plan, si ça, oui, c'est sûr, tant mieux. Oui. Mais non, c'est complètement fortuit. Enfin, l'enfant est là puisque forcément, on filme des familles qui ont des plannings où on tourne souvent du coup les week-ends parce que souvent les familles, les travaillent, donc il faut être disponible, et donc les enfants sont là. Et... Oui. Quand je disais ça, c'était de dire, par exemple, on va dans l'appartement, mais on peut dire l'enfant ne rentrera pas dans le film. C'est ça que je veux dire. On peut dire aussi à l'enfant, non, tu vas rester. On peut le mettre. Oui. On peut le mettre là. Là, c'était l'idée de rentrer vraiment dans la famille telle qu'elle était, comment elle pouvait vivre. Mais dans on cet a passé espace-là. 1 an avec eux. D'accord. Okay. Il y a ça, c'est un moment sur beaucoup de jours de présence où toute la famille, on la connaît. Oui, on fait des repas avec eux. D'accord. Okay. Et donc, non, c'est difficile en tant qu'équipe de dire l'enfant, ce serait bien de le fermer. Non, je comprends. Oui. C'est-à-dire tous les adultes sont dans la pièce. Il n'y a plus d'autres adultes qui pourraient prendre en charge l'enfant. Oui. Donc, mais si ça prend et si ça fait sens, c'est magique. C'est clair. Oui. À ce sujet-là, on a beaucoup parlé aussi du temps qu'on passe avec les gens. En fait, que ça soit avant le tournage ou pendant, qu'on est beaucoup avec les gens qu'on filme, en fait. Oui, ça c'est quelque chose d'extrêmement précieux dans le documentaire et dont malheureusement les conditions économiques du documentaire ont tendance à réduire ces temps-là. Et pourtant, c'est dans les temps de rien qu'on tisse des rapports forts qui vont permettre qu'autre chose arrive. Et par rapport à l'idée de peur de rater des choses, justement, ces temps de rien, ils sont absolument essentiels pour que autre chose advienne. Et donc, moi, je crois qu'on est souvent comme ça, à vivre avec les gens, à avoir la caméra prête. Souvent, nous, en tout cas moi, en tant qu'opérateur, je suis quand même dans une relation chaleureuse de connexion et de connivence avec les personnes, mais plutôt dans le silence et plutôt à chercher où je pourrais me positionner stratégiquement, à être beaucoup dans l'écoute avec des réalisateurs ou réalisatrices qui sont plus dans la relation. Et puis, il y a un moment où c'est le bon moment pour y aller. Des fois, c'est comme ça. Et puis, il y a d'autres fois où on met en scène plus de choses. Voilà. Et là, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est à quel moment, par exemple, on décide de passer du plan large aux valeurs de plan plus serrées. Ça, c'est vraiment un truc qu'on va sentir avec... dans la tête la question du montage. Il y a un moment où voilà, ça s'est clos, qu'on ressent, et je sais pas, mais c'est comme il y a toujours un moment dans les discussions qu'on filme
il y a un moment où c'est là et où on doit filmer, puis il y a des moments qui sont plus en creux et où on va se permettre d'aller chercher un regard, une écoute qui vont servir pour construire le montage derrière. Mais ça, c'est vraiment dans le rapport d'écoute. Voilà. Et l'autre chose que je voulais dire et qui m'est revenue par rapport à ce que tu demandais, Vianne, tout à l'heure, c'est moi, je me suis retrouvée à filmer dans pas mal de pays où je connaissais pas la langue. Et je pense que quand je parle de connexion, c'est un truc très important. Et je savais toujours, j'étais capable de dire à la fin d'une séquence, ah ben c'est à ce moment-là, c'est ce moment-là que tu vas monter, parce que on devient connecté à un langage du corps, à une intensité des gens, et je sais pas, il y a une connexion, et on sait où ça se passe et où aller chercher la chose, même sans comprendre. Et ça, c'est assez miraculeux quand ça a lieu, voilà, de ressentir vraiment où est l'intensité, quand quelqu'un livre quelque chose de fort, et comment ça se joue entre les gens, le rapport. Oui, ce rapport au temps est important, le rapport au personnage et aux situations hors caméra, enfin hors acte de filmage est important. On est tous les deux, on vous a présenté l'extrait avec un peu d'émotion, parce que derrière cette émotion, c'est pas juste qu'on est juste ému, mais c'est aussi, ça signifie de l'intensité de la relation que nous avons au moment de filmer. Les choses se construisent avec le temps. On peut être dans une forme d'empathie très grande. Il y a beaucoup d'émotions, parfois, surtout sur ce type de sujet, qui peuvent nous accompagner tout au long du filmage, qui nourrissent notre action de filmage aussi. L'émotion que vous voyez à l'image, que vous pouvez ressentir au visionnage du film, elle passe aussi par cette émotion que nous ressentons et que nous donnons à voir à travers notre caméra. Et c'est pour ça que ça vient convoquer des souvenirs parfois émotionnels quand on revoit les images. En ce qui concerne le moment où on sait... moi, j'ai beaucoup aussi tourné dans des endroits où je ne comprenais rien du tout, et passé des semaines et des semaines avec des communautés, par exemple, où on ne partage pas la langue, ni la culture, et pourtant, il y a le langage du corps. Il y a des moments que moi je qualifie des situations universelles. Le sourire, une façon de se regarder, une façon le langage corporel, une façon de se tenir, qui fait qu'en fait, on peut se faire un super copain, une super copine à l'autre bout du monde, dans une tribu perdue dont on ne parle pas la langue, alors qu'on n'a pas échangé plus de 3 mots. Voilà. Et parce qu'à un moment donné, il y a des connexions comme ça qui se jouent, qui sont de l'ordre un peu de l'indicible, d'un espèce de rapport humain comme ça, très sourd, qui nous guide tous dans nos vies. Et c'est ce qu'on peut vivre avec le documentaire. Et ça, je peux dire, c'est la magie du documentaire, et c'est la grande joie de faire du documentaire. Je pense que c'est une bonne façon de finir.